Ma femme m'a envoyé un message depuis la maison de ses parents. Je ne rentre pas à la maison tant que tu ne m'auras pas acheté un nouveau SUV. J'ai répondu, bien reçu. Ensuite, j'ai réduit son forfait téléphonique. J'ai annulé ses abonnements. 72 heures plus tard, son père m'a appelé pour négocier sa reddition. Je suis un homme de 38 ans et je suis architecte. Toute ma profession tourne autour d'un seul principe. Une structure n'est forte que de ses fondations. Pendant 8 ans, j'ai cru que les fondations de mon mariage avec Jennifer, 35 ans, étaient solides, bâties sur des rêves communs et un respect mutuel. Je vois maintenant que ce n'était que du terreau pour faire pousser ses caprices. La première secousse a été une discussion à propos de notre voiture, une berline de 5 ans en parfait état de marche. Pour Jennifer, c'était devenu le symbole de notre médiocrité. Son cercle social s'élevait dans la sphère des SUV haut de gamme et elle se sentait laissée pour compte. Je lui ai expliqué calmement qu'un véhicule à 70 000 $ était en contradiction directe avec notre plan sur 5 ans, celui que nous avions élaboré ensemble pour économiser et acheter un terrain où je dessinerais et construirais la maison de notre vie, notre rêve. Sa réaction a été une semaine de silence punitif, ponctuée de lourds soupirs pendant les publicités pour des voitures de luxe. Le week-end dernier, elle est allée rendre visite à ses parents, Robert et Barbara. Un voyage de routine, jusqu'au message qui est tombé sur mon téléphone dimanche soir. « Jennifer, je ne rentre pas à la maison tant que tu ne m'auras pas acheté un nouveau SUV. Je l'ai bien mérité. Mes parents sont d'accord, ne m'appelle pas avant d'être chez le concessionnaire. » Je l'ai lu une 12aine de fois. L'audace pure, la nature transactionnelle de la chose, le déploiement désinvolte de ses parents comme soutien émotionnel, c'était un ultimatum, une offre publique d'achat hostile sur notre mariage. Tout mon instinct s'y me hurlait d'appeler, de laisser éclater ma rage, d'exiger une explication. Mais je suis architecte, je n'improvise pas avec une masse quand une démolition chirurgicale s'impose. La rage, c'est le chaos. Une réponse méthodique, c'est la structure. J'ai tapé un seul mot et je l'ai envoyé, bien reçu. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à dessiner de nouveaux plans. D'abord, les petits luxes. Notre relevé de carte de crédit était la carte de son mode de vie. Un mode de vie que je finançais en grande partie. Je suis allé en ligne et je me suis connecté aux 3 services d'abonnement enregistrés à mon nom. Sa box de vêtements sur mesure, un kit de repas gastronomiques et un club de vin premium. Annulé, pour les autres box diverses facturées sur ma carte, je savais que les annuler une par une serait une corvée. J'ai donc opté pour une méthode plus efficace. Je suis allé sur le site de ma carte de crédit, je l'ai déclarée perdue et j'ai demandé qu'une nouvelle carte avec un nouveau numéro me soit envoyée par la poste. Dans les 48 heures, chaque paiement récurrent commencerait à être refusé. Ensuite, le cordon ombilical numérique. Nous avions un forfait mobile familial haut de gamme à mon nom. J'ai rétrogradé sa ligne au forfait le plus basique disponible. Plus de données illimitées, plus de partage de connexion, juste les appels et les SMS. Assez pour appeler à l'aide, mais pas assez pour scroller à l'infini dans la vie des gens qu'elle enviait. J'ai ensuite changé les mots de passe de nos 5 comptes de streaming partagés. Il ne s'agissait pas d'être mesquin. Il s'agissait d'appliquer des conséquences qui reflétaient ses actes. Elle s'était unilatéralement déclarée non participante à notre partenariat jusqu'à ce que ses exigences soient satisfaites. Très bien. Je ne faisais que réajuster l'allocation des ressources au sein de ce partenariat pour refléter son nouveau statut. La maison est devenue silencieuse. En passant devant son bureau, j'ai vu les plans grand format de la maison de nos rêves épinglés sur le tableau en liège. Les lignes complexes, les notes minutieuses, l'âme de notre avenir supposé, un avenir qu'elle était prête à échanger contre un symbole de statut social. La tristesse était immense, un poids physique dans ma poitrine. C'était le deuil de la femme que je pensais avoir épousée. Mais ensuite, je relisais son message, je l'ai bien mérité, et le chagrin se retirait, remplacé par une résolution froide et lucide. Les fondations étaient compromises. Il était temps de procéder à une évaluation structurelle. Cela fait 6 jours. Le silence initial de Jennifer était, j'en suis sûr, suffisant. Elle avait tiré son coup et attendait la reddition inévitable. Le premier signe de problème pour elle a dû être mineur. Un écran de chargement qui ne finissait jamais. Une application de streaming demandant un mot de passe qu'elle n'avait pas. L'appel est arrivé vendredi soir. Pas d'elle, évidemment, de son père, Robert. « Michael, bien, tu décroches ?» a-t-il commencé, sa voix irradiant cette chaleur fausse et appuyée qui m'a toujours horripilé. « Écoute, je crois qu'on a un petit malentendu qui a pris des proportions démesurées. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal compris, Robert, ai-je répondu, en gardant un ton neutre. Ne sois pas difficile, mon garçon. Jennifer est là, complètement bouleversée. Elle dit que son téléphone déconne, elle dit que tu es froid, je t'appelle d'homme à homme pour régler ça. Il faut qu'elle rentre à la maison. Et voilà d'homme à homme. » La condescendance paternelle de l'homme qui considérait toujours sa fille de 35 ans comme un prix à gérer. Son téléphone passe et reçoit des appels parfaitement, et elle est la bienvenue à la maison dès qu'elle l'aura décidé.
ai-je répliqué. Un silence. Je l'ai entendu soupirer, un son de patience préfabriqué. Écoute, c'est une femme sensible. Tu sais qu'elle veut juste se sentir appréciée. Une nouvelle voiture n'est pas une grosse demande pour un homme dans ta position. Sa mère et moi avons toujours subvenu à ses besoins et nous nous attendions à ce que son mari prenne le relais. La philosophie de toute sa famille mise à nu. Elle n'était pas ma partenaire. Elle était une personne à charge dont on m'avait transféré la garde. Ma position, ai-je dit, ma voix se durcissant, est celle de son mari dans un partenariat fondé sur le respect. Les ultimatums, ce n'est pas du respect. Prendre notre mariage en otage, ce n'est pas du respect. Et franchement, Robert, le fait que vous encouragiez ce comportement est la chose la plus éloignée du respect que je puisse imaginer. La bonhomie s'est évaporée. « Fais attention à ton ton », a-t-il aboyé. « Nous sommes sa famille. Nous l'aidons à obtenir ce qui lui est dû. Ce qui lui est dû, c'est une conversation d'adulte avec son mari. » Ai-je rétorqué, que je suis tout à fait disposé à avoir, seul avec elle, sans liste d'exigences et sans que sa famille ne joue les hommes de main. C'est la dernière fois que je discute de mon mariage avec vous. Jennifer a mon numéro. J'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient pas cette fois. J'ai ressenti une clarté profonde et glaciale. Ce n'était pas un caprice. C'était une tactique de négociation commerciale que ses parents lui avaient enseignée. Ils croyaient sincèrement que c'était ainsi que l'on négociait un mariage. Ils avaient mal jugé leur adversaire. Ils voyaient en moi un pourvoyeur calme et arrangeant. Ils ne comprenaient pas que la plus grande force d'un architecte est une patience profonde et inébranlable pour le processus. Ils voulaient une bagarre rapide. Je me préparais pour un siège. Le lendemain matin, je ne me suis pas contenté d'envoyer un email à un avocat spécialiste du divorce. J'ai pris rendez-vous pour une consultation complète et payé la semaine suivante. Il était temps de faire une expertise professionnelle des dégâts. Une semaine après l'appel de Robert, ils ont franchi un cap drastique. Je suis rentré d'une visite de chantier pour trouver une berline noire étincelante, celle de Robert et Barbara, dans mon allée. La porte d'entrée de ma maison s'est ouverte avant même que je n'atteigne le porche. C'était Jennifer, flanquée de ses parents, le visage masqué par une confiance sereine. « Michael », a-t-elle dit, comme si elle convoquait un subalterne. « Il faut qu'on parle, maintenant. » Je me suis arrêté sur l'allée. « Je suis d'accord. Nous pourrons parler après le départ de tes parents. » Barbara s'est avancée, le sourire mince et acéré. « Absurde, Michael. Nous sommes ici en tant que médiateurs pour assurer un résultat productif. Ce n'est pas une médiation, c'est une embuscade, ai-je dit, mon regard fixé sur Jennifer. J'ai été clair sur mes conditions avec ton père, toi et moi, seuls. Ne sois pas si dramatique, a rétorqué Jennifer, son calme commençant à s'effriter. Je n'entrerai pas là-dedans, seul avec toi, tu as été hostile et franchement, tu me fais peur. L'accusation était si absurde, si manifestement manipulatrice que j'ai failli rire. J'ai envoyé un seul SMS en 2 semaines. Mais si tu ressens le besoin d'être protégé, ça en dit long. Tes parents ont 1 minute pour retourner à leur voiture où cette conversation est terminée avant même de commencer. Robert a commencé à se gonfler d'orgueil, mais Jennifer, voyant que ma décision était sans appel, lui a fait signe de laisser tomber. « Très bien, attendez dans la voiture. » Ils ont battu en retraite, leur regard furieux promettant un règlement de comptes ultérieur. Elle m'a dépassé et est entrée dans la maison. « Je n'arrive pas à croire aux petits jeux puérils et mesquins auxquels tu joues. » A-t-elle commencé, la voix montant dans les tours. « Mes données, mes séries, mes abonnements, c'est de la violence financière. » « Vraiment ?» ai-je demandé en fermant la porte. « Ou est-ce moi qui cesse de financer les luxes d'une personne qui a abandonné notre foyer et notre partenariat ? Tu es libre de payer pour tes propres loisirs, Jennifer. Avec quel argent ? Tu sais très bien ce que je gagne. Tu es censé être mon mari. Et tu es censé être ma femme, ai-je contré. L'argent que tu veux dépenser pour une voiture est le même que celui que nous avions alloué pour notre maison. » J'ai fait un geste vers mon bureau où les plans étaient épinglés au mur. Ses yeux ont suivi mon geste et elle a ricané. Un vrai son guttural de dérision. « Oh, pitié, ne commence pas avec tes petits dessins ridicules. Cette maison de rêve absurde, ça n'allait jamais se faire, Michael. C'était juste ton passe-temps pour t'occuper. Mon passe-temps, des années de notre avenir commun, l'âme même de notre planification financière et émotionnelle rejetée comme un simple passe-temps. » Cette seule phrase était plus brutale que n'importe quel ultimatum. Avant que je puisse réagir, elle a marché d'un pas vif dans le bureau. Je prends mes affaires, l'a-t-elle annoncé. Elle a attrapé son sac à main de créateur et son ordinateur portable. Puis elle a commencé à retirer mes livres d'architecture en première édition de l'étagère pour les fourrer dans un sac en toile. « Ceux-là sont à moi, Jennifer. » Ma voix était dangereusement basse. « Considère-les comme une garantie, » a-t-elle ricané. Puis elle a tendu la main vers le tableau en liège. Elle a décroché le dessin d'élévation principal, celui que j'avais dessiné à la main sur du vélin coûteux. « Et je prends ça comme un rappel de toutes tes promesses en l'air.
Dans un moment de rage pure et rancunière face à sa perte de contrôle, elle a commencé à le plier, non pas soigneusement, mais avec une négligence vengeresse, froissant le papier délicat, détruisant des heures de travail méticuleux. L'homme qu'il aimait a disparu. Le mari en deuil a cessé d'exister. Tout ce qui restait, c'était l'architecte regardant quelqu'un démolir l'œuvre de sa vie. Je n'ai pas crié, j'ai reculé, mon téléphone déjà en main, et j'ai composé le 911. « Oui », ai-je dit calmement à l'opérateur, mes yeux rivés sur le visage horrifié de Jennifer. « Je voudrais signaler un conflit conjugal. Ma femme, dont je suis séparé et qui ne vit plus ici depuis 2 semaines, est entrée chez moi sous de faux prétextes. Elle est en train de détruire et de tenter de voler mes biens personnels et professionnels. » Jennifer s'est figée, le dessin froissé tombant de ses doigts engourdis. « Non, il n'y a pas d'arme », ai-je poursuivi au téléphone. Mais elle a un comportement erratique et ses parents attendent dehors. Je crains que la situation ne dégénère. S'il vous plaît, envoyez une patrouille pour maintenir l'ordre. J'ai utilisé leur vocabulaire, maintenir l'ordre. Je ne leur demandais pas d'être juges et jurés. Je leur demandais d'être des témoins et de désamorcer la situation. Le jeu avait changé. Cela fait maintenant 5 mois depuis l'embuscade. À ceux qui pensent que l'appel au 911 était une baguette magique, laissez-moi vous assurer que ce n'était pas le cas. C'était simplement le premier coup d'une longue et éreintante partie d'échecs. La police est arrivée comme je m'y attendais. Ils étaient prudents, professionnels, et leurs visages se sont crispés au moment où Jennifer a dit « Je suis sa femme, c'est ma maison ». Ils ont immédiatement déclaré qu'il s'agissait d'une affaire civile. Ils n'ont pris parti ni pour elle, ni pour moi. Mais ma stratégie a fonctionné, j'étais calme. J'avais l'historique de mon téléphone prouvant que j'avais demandé à ses parents de partir. J'ai montré le dessin froissé et les livres dans son sac, non pas en tant que victime d'un vol, mais comme la cause de l'altercation. Jennifer, en revanche, était hystérique, alternant entre larmes et accusations. Ses parents, qui se sont précipités à l'intérieur, n'ont fait qu'aggraver les choses. Les agents ont fait ce pourquoi ils ont été formés. Ils ont désamorcé. Ils nous ont séparés et ont tout documenté dans un rapport d'incident neutre. Le rapport énonçait les faits. Les parties sont mariées, mais la partie féminine réside à l'adresse de ses parents depuis 2 semaines. Un différend a éclaté concernant les biens personnels de la partie masculine. Les parties ont été séparées pour la soirée. Ce n'était pas une plainte au pénal, c'était mieux. C'était un enregistrement officiel par une tierce partie de son instabilité et de la chronologie exacte de notre séparation. Mon avocat a qualifié cela de photographie parfaitement conservée de la rupture conjugale. Les semaines qui ont suivi ont été un enfer. Jennifer a engagé un avocat et les exigences ont commencé. Son avocat, un requin en costume de soie, m'a dépeint comme un monstre contrôlant et abusif. Ils ont déposé une demande d'ordonnance provisoire exigeant une pension alimentaire exorbitante, l'usage exclusif de la maison et une liste d'autres absurdités. Nous nous sommes retrouvés devant un juge aux affaires familiales pour une audience provisoire. Jennifer, coachée à la perfection, a joué la victime. Mon avocat a simplement présenté les faits. Son SMS d'ultimatum, ma réponse calme, le rapport de police et mes dossiers financiers comparant les luxes annulés à ses exigences pour une voiture à 70 000 $. Le juge n'a pas été convaincu par ces jérémiades. C'était un pragmatique. Il ne lui a pas accordé la maison. Il lui a cependant accordé une pension alimentaire provisoire, un montant mensuel important qui m'a retourné l'estomac. Elle est votre épouse et a une capacité de gain inférieure, a-t-il dit d'un ton neutre. Jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, vous subviendrez à ses besoins. C'était sa première victoire, et elle et sa famille l'ont fêtée comme s'ils avaient de gagner au loto. Mais c'est là que leur sentiment de tout avoir cuit dans le bec est devenu ma plus grande arme. L'avocat de Jennifer a organisé une visite encadrée au cours de laquelle un officier de police l'a escortée pour qu'elle récupère ses affaires. Elle a pris tout ce qu'elle pouvait, mais sous le regard vigilant de l'agent, elle n'a pas pu toucher à mes livres, mon bureau ou mon équipement. Les mois suivants n'ont été qu'une corvée de paperasse juridique. La phase de communication des pièces, où nous avons dû échanger chaque document financier, une médiation ratée, où elle et son avocat ont refusé toute offre qui n'incluait pas un paiement massif et le mythique SUV. Pendant tout ce temps, je payais la pension ordonnée par le tribunal et je regardais ses réseaux sociaux qu'elle avait bêtement laissés publics, devenir la chronique de son manque de discernement. Il y avait des dîners chers avec des amis, de nouveaux vêtements de marque, un week-end dans un spa. Elle ne mettait pas l'argent de la pension de côté. Elle ne planifiait pas son avenir. Elle essayait désespérément de maintenir la façade d'un mode de vie auquel elle s'estimait en droit de prétendre, brûlant mon argent en guise de vengeance. Mon avocat me faisait consigner méticuleusement chaque publication. Les fondations s'effritaient, mais pas les miennes, les siennes. Cela fait 10 mois que Jennifer m'a envoyé cet ultimatum. La semaine dernière, le juge a signé le jugement définitif.
La structure est démolie et le terrain est déblayé. Le point de bascule n'a pas été un moment dramatique unique au tribunal. Ce fut l'accumulation lente et méthodique de preuves. Les négociations pour l'accord final ont été brutales. Son avocat a placé la barre très haut, exigeant une part massive de mes économies de retraite et une pension alimentaire permanente. Mon avocat n'a pas argumenté, il a simplement étalé son dossier sur la table. Pièce A, le SMS initial. Pièce B, le rapport d'incident de la police, qu'il établissait comme l'instigatrice de la confrontation. Pièce C, un registre détaillé de ses publications sur les réseaux sociaux croisés avec ses relevés bancaires obtenus lors de l'instruction, montrant qu'elle avait dépensé la quasi-totalité des 20 000 $ de pension provisoire dans des articles de luxe non essentiels. Pièce D, son refus de chercher un emploi à temps plein malgré la recommandation du juge lors de l'audience provisoire. Mon avocat a fait valoir que Jennifer ne demandait pas une pension pour ses besoins. Elle exigeait un fonds pour ses envies, un mode de vie auquel elle n'avait fait aucun effort pour contribuer ou subvenir par elle-même. Son comportement, a-t-il affirmé, démontrait un schéma constant d'irresponsabilité financière et un refus de négocier de bonne foi. Ils ont perdu toute combativité. Ils savaient que si cela allait jusqu'au procès, elle serait mise en pièces à la barre. Nous avons trouvé un accord. Les conditions étaient les suivantes. Le mariage était trop court pour qu'une pension alimentaire permanente soit envisagée. Elle a obtenu une brève période de prestations compensatoires, bien inférieure à ce qu'elle recevait jusque-là. Nous avons vendu la maison, comme c'est souvent le cas, et avons partagé la valeur nette. Après avoir payé les frais de justice, sa part était importante, mais loin de changer sa vie. Elle a pu garder sa voiture et ses effets personnels. J'ai gardé mes livres, mes actifs professionnels, mes comptes de retraite et mes économies. La suite a été une étude sur les conséquences naturelles. Les gains de Jennifer ont été rapidement engloutis par ses frais d'avocat et la caution d'un petit appartement hors de prix. La prestation compensatoire l'aide, mais ne finance pas son ancien train de vie. Les amis avec qui elle brunchait ont disparu maintenant qu'elle ne peut plus suivre la cadence. Elle a dû trouver un emploi à temps plein, pas dans une galerie chic, mais dans la vente au détail. Elle vit seule. Ses parents, après avoir dépensé une petite fortune pour son avocat, ont apparemment adopté une nouvelle politique d'amour vache. Robert et Barbara n'ont pas acheté de nouveau SUV à leur fille. Ils ont obtenu une place au premier rang pour observer les conséquences de leur propre philosophie laxiste. Quant à moi, le calme dans mon nouveau chez-moi, plus petit, n'est plus synonyme de solitude. C'est paisible. C'est le silence d'un terrain déblayé, prêt pour quelque chose de nouveau. J'ai gardé le dessin d'architecture froissé. Je l'ai fait aplanir par un professionnel et encadré. Il est accroché dans mon nouveau bureau, non pas comme le monument d'un rêve brisé, mais comme le plan d'une leçon de vie essentielle. On ne peut pas construire un avenir commun sur des fondations défectueuses. Ça finira toujours par s'effondrer. Le mois dernier, j'ai versé un acompte sur ce petit bout de terrain. Il est tout à moi. Les nouveaux plans que je dessine sont plus modestes, mais les fondations sont impeccables et j'en suis le seul architecte. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire, d'où est-ce que vous nous écoutez? Oh, we could do low. We could do low stamina option. I'm getting rid of the big lollipops because they're so aggravating. They don't do nothing. Get rid of the stove. I don't want to see that camp stove no more. Oh, stupid stuff. You start with an infinite use rescue claw, but you suck at climbing. I don't know about all that. Yeah, can I request that we don't get stoves in our spawns, in our suitcases? Classic. Alright. We'll just do this. Fog rises, fall damage normal, cold at night off, item rate normal. Camp stove. Is it on there? No. Where? It's on the items that can spawn. I want to get rid of that. The camp I think stove? it's stupid. Right there. Portable stove. Top of the second column. There you go. It's just so useless. Like, are we really gonna take the time to, like, pull it out, set it up, cook some stuff, and then walk away? Yeah, it doesn't even last long either. No. Okay, progress towards earning badges is disabled in custom expeditions. Oh, just so you know. That's fine.
I'm not good enough at this game to be like, I want every badge. Yeah. You know what? Let's do our custom run. Hi, Platt. Hi, Plap. How are you? Hope you had a good day. Thank you for popping in. Appreciate it. Ugh. Gromit! Gromit! We have to hide the body! Oh. Oh. I have a headache. Oh, airplane food. I said Gromit, Eat and luggage. now... Oh, we got a cannon. That's fine. Cannons are okay. They're not the worst thing in the whole wide world. Nope. Sure. Day one. Okay, well... Let's go get our coconut. Yes. Coconuts. You should go to sleep, especially if it's late. We don't need no EP people. Ooh. Ooh. You good? Look at you slithering Yeah, I got two. down. I got two. So Okay. I can. I'm gonna throw it. That was so close of hitting me in the head. Did you get your pieces? I got a piece. The other one's by you. Okay. Okay, and then I'll break the other one here in a second. I think I'm gonna just keep this one in my pocket. Because I'm not hungry. Because we have the hunger thing low. So I think we should just stretch on. You don't even want this second one? No. You don't think we need them? Okay. I don't think I need it. But if you want to carry more coconuts. Oh, backpack. Good night, Platt. Sleep well. Night. Sleep well. Don't We let almost the left our ba- backpack, Bestie. Oh, I thought you grabbed it and put it on. My bad. No. I did not. I put the airplane food in it. Okay, that's good. I also did not grab the scout cannon. I didn't really think that was necessary for us. Yeah, I know. It's so inaccurate. So inaccurate. It's just not worth it. Like that. Not even a little bit. This is new. I've not seen our map look like this before. Yeah. So, should we Okay. do... Let's go to Let's go new the... update. Should we go to the left like normal and cross this big-ass bridge? Bridge? Sure. Or even, like, just go left and keep going